Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, en écho à l'union actuelle et nouvelle de la gauche pour les prochaines législatives, dans 3 semaines, revenons sur l'histoire du programme commun de la gauche. En 1972, dans une France dirigée par la droite depuis 1958, socialistes, communistes et radicaux de gauche s'allient autour d'un projet mêlant mesures sociales, économiques et institutionnelles. Ce programme commun de gouvernement va devenir l'étendard de la gauche pour la conquête du pouvoir. Mais après de belles victoires électorales, et lorsqu'il s'agira d'actualiser ce programme en 1977, le poison de la désunion va sévir. Car si l'adversaire désigné est bien la majorité présidentielle de droite, sous la houlette de Giscard, un autre match se joue au sein même de la gauche. Socialistes et communistes se disputent le leadership, alors que les radicaux de gauche faire valoir du projet comptent les points, comme d'habitude. De François Mitterrand à Georges Marchais, du congrès d'Épinay à la présidentielle de 1974, c'est un voyage dans la gauche des années 70 que nous vous proposons, celle qui en 1981 finira par décrocher le Graal, l'Élysée. Notre invité aujourd'hui est Renaud Delis, journaliste, présentateur de l'émission 28 minutes samedi sur Arte et éditorialiste à France Info. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Morat, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Camille Maty. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Comme le disait Guy Mollet en 1959, François Mitterrand a appris à parler de socialiste au sein d'un PS qui, contrairement à son cousin social-démocrate allemand, n'a pas fait son Bad Godesberg. Non, les socialistes français fleurent bon les idées marxistes que Mitterrand semble porter haut et fort ce jour-là à Épinay devant le Congrès qui réunit près d'1 millier de délégués. Ce 13 juin 1971, l'enjeu est d'unifier la plupart des courants de la gauche non communiste dans le but de s'unir, ensuite avec les communistes. Tel est le message de François Mitterrand entre les lignes, il va falloir s'y habituer. L'ancienne SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, devenue parti socialiste depuis 2 ans, reste sur un échec électoral cuisant. En 69, Gaston Defferre a terminé 4e de l'élection présidentielle avec seulement 5% des suffrages. Pire que Benoît Hamon en 2017, jamais les socialistes n'étaient descendus aussi bas. La même année, Alain Savary est élu premier secrétaire du parti avec une voix d'avance sur Pierre Mauroy. Savary, c'est le protégé de Guy Mollet. Car le dirigeant historique de la SFIO depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'homme de la 4e République respire encore. Il continue même de tirer les ficelles du parti. Pour mettre toutes les chances de son côté, François Mitterrand est prêt à tout, même à tricher sur les chiffres. Oh, un petit exercice de gonflette de bonne guerre lors des congrès du PS. Alors qu'on lui attribue le vote d'une dizaine de milliers de militants, il confiera plus tard à Jean-Pierre Chevènement qu'il n'en avait même pas 500. Pierre Jox, proche de François Mitterrand, avouera bien plus tard, lui, dans les colonnes du Monde, que la fraude était généralisée. Tout le monde a triché sur le nombre de ses adhérents. Les adhésions et les chèques de cotisation arrivaient chaque matin par la poste au domicile de Roland Dumas, sur l'île Saint-Louis, à Paris. Il y avait des Picasso au mur. J'attendais le facteur et j'ouvrais le courrier. En comparant le nombre d'adhérents annoncés et le total des cotisations, c'était facile de voir les entourloupes. Mais si les chiffres étaient faux, les proportions étaient exactes. Fin stratège, François Mitterrand sait bien qu'il lui faut trouver d'autres appuis pour prendre la tête du parti. Il s'assure donc les voix de Pierre Mauroy et de Gaston Defferre. Les 2 hommes qui font figure de modérés représentent la motion dite des Bouches du Nord, soit les 2 plus fortes fédérations socialistes. Mauroy tient celle du Nord et Defferre celle des Bouches du Rhône. Pour faire basculer le vote, François Mitterrand se tourne également vers la motion du CRS, la plus à gauche du parti, menée par Jean-Pierre Chevènement. Grâce à cette alliance hétéroclite, forgée notamment par un rejet de Guy Mollet, Mitterrand arrache la place de premier secrétaire, lui qui n'est membre du parti que depuis 2 jours.
Il a désormais les mains libres pour mener son projet, la conquête du pouvoir, autrement dit l'Élysée, là où tout se passe dans cette 5e République, où son président, quel qu'il soit, peut dire « La France est moi ». Pourtant, en 1964, dans son ouvrage « Le coup d'État permanent », François Mitterrand n'a cessé de vilipender le régime présidentiel. Et puis, un an après ce pamphlet seulement, voilà que le même Mitterrand décide de tenter sa chance à la première élection présidentielle au suffrage universel. Nous sommes en 1965, on connaît la suite. Le général malmené, le général contraint à un second tour devant celui qu'il ne nommait jamais, dit-on, autrement que par le personnage dont vous me parlez. Eh bien, le personnage s'incline au second tour, certes, mais réalise un score impressionnant, près de 45% des voix. François Mitterrand et bien d'autres en sont maintenant persuadés. Le système électoral pour la présidentielle, qui limite la présence à 2 candidats au second tour, va conduire à une bipolarisation de la vie politique française. Ça veut dire que pour gagner, il faut rassembler son camp. Rassembler la gauche, en l'occurrence, pour affronter la droite qui semble avoir fait de la 5e République une chasse gardée. C'est dans cet ordre d'idées qu'en cette année 71, François Mitterrand décide de se rapprocher des communistes. Pierre Mauroy confirme la démarche lors de son discours au Congrès d'Épinay. La gauche a besoin de la participation du Parti communiste pour battre la droite et la réaction et pour pouvoir avoir en France un gouvernement de gauche. Mais de la même façon, camarades, une gauche dominée par le Parti communiste n'a aucune chance d'accéder au pouvoir. Une gauche dominée par le Parti communiste serait le plus beau cadeau que nous pourrions faire à l'UNR. Une alliance donc, mais pas d'inféodation au Parti communiste qui, rappelons-le, est à l'époque le parti le plus puissant à gauche. Pour François Mitterrand, l'objectif est même très clair, encore plus clair, inverser le rapport de force. Oui, ce sera son premier grand dessein sur la route qui doit le mener à l'Élysée. Mais cette fameuse rupture avec la société capitaliste énoncée dans son discours n'est qu'une posture stratégique. Mitterrand marxiste, l'a-t-il été seulement un jour. Mais devenu premier secrétaire du parti, il doit parler et porter le socialisme. Se couvrant désormais d'un chapeau à large bord, portant un long manteau et une écharpe rouge, il donne même dans le style Léon Blum. Lors d'un rassemblement, la veuve de l'ancien leader du Front populaire dit en apercevant Mitterrand « Oh, on dirait Léon ». Après avoir réussi son OPA sur le Parti socialiste, morceau de choix en termes de manœuvre politique, un must même, et le premier d'une longue série, François Mitterrand poursuit sa route longue et appliquée, laissant du temps au temps, par philosophie autant que par nécessité. Prochaine étape, le programme commun. Un programme pour renverser la droite. Le plus dur est fait. Alors maintenant, je crois qu'on peut vous souhaiter un bon appétit bien mérité. Trois mois après le Congrès socialiste, à quelques kilomètres d'Épinay-sur-Seine, un autre rassemblement se tient dans une autre ambiance. Nous sommes en septembre 71, à La Courneuve, en banlieue parisienne. Des centaines de milliers de Français se rassemblent le temps d'un week-end sur plus de 47 hectares de pelouse, imaginez 15 fois la place de la République à Paris. Les visiteurs ont de quoi se divertir entre les manèges, la patinoire, le grand théâtre et une quarantaine de stands où l'on peut venir boire et manger des produits venus du monde entier. Les promeneurs convergent ensuite vers la grande scène et assistent à de nombreux concerts. Cette année-là, la tête d'affiche, c'est la chanteuse américaine Joan Baez. Protest song à la fête de l'UMA, festif et cohérent.
Ce grand raout populaire, fête de l'UMA pour les habitués, est là, aujourd'hui encore, festive et cohérente. Si les gens viennent pour s'amuser, on en profite pour militer et faire passer des messages politiques tout de même. Étienne Fajon, directeur du journal L'Humanité et secrétaire du comité central du Parti communiste, monte sur scène et prononce un discours. Nous sommes prêts à l'entente avec le Parti socialiste. Bien sûr, il s'agit d'aboutir non pas à un accord de circonstances, mais à un programme commun de lutte et de gouvernement, définissant clairement les mesures fondamentales que nous voulons promouvoir et appliquer ensemble pour le peuple et avec le peuple. Pour le peuple et avec le peuple. En cette année 1971, le Parti communiste rassemble plus de 25% des suffrages, bien installés et depuis des années devant le PS. Avec près de 5 millions d'électeurs, fidèles et 300 000 adhérents, le PCF peut compter sur une grande force de frappe militante, affichage, meeting et vente de journaux. Le parti dispose également d'une bonne implantation dans les milieux scolaires et universitaires et d'un leader, Georges Marchais, qui fait l'événement dès qu'il passe à la télé. Oui, avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il nous fait entrer dans le monde de la politique spectacle, petit théâtre dont la télé se fait l'écho. Enfin, les communistes français sont soutenus par 2 poids lourds. La CGT d'abord. Avec des effectifs dépassant les 1,5 million de salariés, la première centrale syndicale française assure au PC un ancrage sans faille dans le monde ouvrier. Et puis il y a le grand frère soviétique, bien sûr. Jean, chef de bande, qui donne argent et, accessoirement, quelques consignes. Voilà pour les présentations, place aux discussions. Désormais liés, PS et PC vont accélérer le processus de rapprochement pour élaborer ce programme commun de gouvernement. L'objectif visé tout proche, ce sont les législatives de 1973. Alors, pendant des mois, on discute, on négocie, on élabore la plateforme. En octobre 71, Georges Marchais présente le programme du Parti communiste intitulé « Changer de cap ». 5 mois plus tard, les socialistes publient le leur « Changer la vie », en référence à un poème d'Arthur Rimbaud. Le 27 juin 1972, les 2 leaders se présentent devant la presse pour une déclaration commune. Les 2 délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement. Elles ont décidé de soumettre ce programme à l'approbation de leurs organismes de direction respectifs. Le texte en sera remis à la presse le 27 juin à 17h au siège du Parti socialiste. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance. Ce programme de près de 200 pages se décline en 4 chapitres. Social et sociétal, économique, institutionnel et diplomatique. Parmi toutes les propositions, on retrouve notamment la hausse des salaires, l'abaissement de l'âge de la retraite, la réduction du temps de travail, la majorité à 18 ans, un programme de nationalisation, l'abolition de la peine de mort et la fin des essais nucléaires. Un programme solidement ancré à gauche qui n'empêche pas le modéré Robert Fabre de le signer également au nom des radicaux de gauche. Radicaux dans le sens racine, héritage de la gauche cassoulet qui a gouverné la Troisième République. C'est ainsi que le 12 juillet 72, François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre signent le programme commun de gouvernement à l'Hôtel Continental. C'est le début d'une lune de miel qui se poursuivra jusqu'au 1er décembre 1972 et la tenue d'un grand meeting unitaire entre socialistes, communistes et radicaux. On ne parle pas de gauche plurielle à l'époque, on aurait pu. Mesdames, messieurs, chers camarades, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la plus grande assemblée jamais réunie par la gauche. C'est ici, au parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris, qu'une grande annonce est faite. Le mariage à 3 a déjà porté ses fruits, on annonce une naissance.
France Inter relate la scène. Les dizaines de milliers de personnes présentes à la porte de Versailles ont appris avec surprise la naissance d'un bébé dans les coulisses pendant que le spectacle se poursuivait sur scène. Mais la naissance de ce bébé de l'Union de la gauche a immédiatement motivé une interruption du spectacle, une naissance annoncée d'une voix enthousiaste. Le bébé de l'Union de la gauche est né ce soir au Palais des Expositions au cours de ce meeting. Et je crois, Lénier Scudéron, que c'est un signe très favorable. Oui, j'espère qu'il aura plus de chance que moi, parce que lui, il aura peut-être la chance de vivre avec un véritable pouvoir démocratique. Moi, je n'ai jamais connu que des pouvoirs capitalistes, toute ma vie. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras. Et dans la foule, tous les militants rêvent non pas d'amourette, mais de changement et de grand soir. Alors, quand François Mitterrand, l'homme de la rupture avec la société capitaliste, monte à la tribune, l'Assemblée est toute oui. Je vous dis d'abord l'union. Ensuite, l'union sur un programme commun. Enfin, l'union sur un programme commun de gouvernement. Parce qu'après tout, il ne faudrait pas l'oublier. On peut avoir des distractions, ça arrive. Nous sommes ici pour gagner les élections. Nous sommes ici pour gouverner. Nous sommes ici pour l'emporter. Face à des troupes de gauche en ordre de bataille, avec un général en chef tel que Mitterrand, la droite commence à douter. Et elle a raison. Le risque de basculement de majorité à gauche aux législatives de mars 73 est bien réel. Et auquel cas, la France vivrait sa première cohabitation. Le Premier ministre Pierre Messmer en est conscient. Selon lui, l'Union de la gauche, hier simple cartel électoral, propose une solution de rechange au régime qui, depuis 15 ans, gouverne la France. Ainsi, l'argument bien connu du général de Gaulle, moi ou le chaos, tombe. Voilà pour le constat. Désormais, il n'y a plus de Gaulle d'un côté et le chaos à gauche. Non, il y a deux blocs qui s'affrontent et c'est le coude à coude dans les sondages. Le 7 janvier 73 à Provins, lors du congrès de l'UDR, le parti gaulliste qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée, Pierre Messmer en son nom propose un discours aux allures de programme. Et il en profite pour cogner sur l'Union de la gauche. Des transformations profondes interviendront dans notre vie économique, sociale, culturelle. Vont-elles dégénérer en dictature collectiviste et se dégrader en un morne régime totalitaire, tout en provoquant secousses, désordre et désespoir? Et c'est bientôt les chars soviétiques dans la rue, bêtise qu'on entendra plus tard, en 81. Pour la droite, en tout cas, la gauche est un péril majeur. Hors de question que ces gens-là prennent le pouvoir. Alors, Messmer agite le chiffon rouge, la peur du communisme est toujours forte. En France, il le sait, c'est un filon à exploiter. Très bien, par micro interposé, François Mitterrand répond au Premier ministre sur un registre où il excelle, l'ironie vacharde. Ils font aujourd'hui un rassemblement unitaire à Provins. Et puis, ils critiquent beaucoup notre programme commun, mais ils vont avoir un programme. Nous ne savions pas ce que voulait faire la majorité tant qu'elle gouvernait. Nous allons le savoir à compter du moment où elle ne gouvernera plus, c'est-à-dire à partir du mois d'avril prochain. Un partout la balle au centre. C'est désormais aux électeurs de se prononcer. Ils doivent donc choisir entre la majorité présidentielle de droite et l'union de la gauche, bloc contre bloc. Le rideau de l'isoloir se fait rideau de fer. Le 4 mars 73, au soir du premier tour des législatives, rien n'est joué. 430 sièges sur 488 sont en ballottage. L'union de droite rassemble 38% des suffrages, celle de la gauche 43%. Mais c'est le Parti socialiste qui réalise la meilleure opération. 19% des voix à 2 points désormais du PC. La gauche efface aussi les mauvais scores des législatives de 68 et peut espérer renverser la majorité. Bref, une pierre deux coups. Le 11 mars 73, au soir du second tour, des millions de Français sont scotchés devant leur télé. Quelques secondes avant 20h, le compte à rebours est affiché sur l'écran. La majorité garde la majorité
Elle obtient entre 260 et 300 sièges. La gauche maintenant, le Parti socialiste, les radicaux de gauche et les PSU de 100 à 115 sièges. Enfin, le Parti communiste de 65 à 80 sièges. Ce n'est donc pas encore le grand soir pour l'Union de la gauche. Mais les méthodes de l'Union est payante. Les socialistes et les communistes retrouvent des couleurs. Le Parti socialiste a multiplié son nombre de sièges par 2 pour atteindre la centaine de députés. La même année, en octobre 73, le choc pétrolier secoue la planète et sonne le début de la fin pour les 30 Glorieuses. L'année suivante, le 2 avril 74, c'est un autre choc. À 22h15, un flash d'information interrompt le film diffusé dans l'émission Les Dossiers de l'écran. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce décès bouleverse les Français et le quadrille politique, bien sûr. La campagne présidentielle est organisée en urgence. Le 26 avril 74, un meeting porte de Versailles rassemble une nouvelle fois socialistes, communistes et radicaux. Georges Marchais et Robert Fabre apportent leur soutien au candidat unique de l'Union de la gauche, François Mitterrand. À 57 ans, près de 10 ans après sa première campagne présidentielle, le numéro 1 du PS, le contempteur de la Ve République, celui qui avait tant combattu le président tout-puissant, se verrait bien le devenir. Et cette fois, face à lui, la droite se divise avec 2 candidatures, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas. Autrement dit, la victoire tend les bras à la gauche. Je ne récuse aucun Français. Et je me permets, M. Giscard d'Estaing, parce que le débat est vraiment grave là-dessus. L'anticommunisme, vraiment, il faut s'en débarrasser. Les tragiques périodes du temps de Staline, les grandes divisions qui ont séparé l'Europe, vraiment, M. Giscard d'Estaing, pensez à l'avenir. Ne chassez aucune des forces de la production. Ne coupez pas la France en 2. Pensez à l'avenir, ne coupez pas la France en 2. Malheureusement pour François Mitterrand, la formule n'a pas imprimé auprès du grand public. Non, dans ce débat du second tour de l'élection présidentielle, c'est le scud de Valéry Giscard d'Estaing qu'on a retenu, le cinglant. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Tout comme l'agressif, vous êtes un homme du passé, monsieur Mitterrand. On ne saura jamais quel a été l'impact réel de ce débat télévisé, de ces petites phrases sur le choix des Français. Ce qu'on mesure en revanche, et encore mieux avec le recul comme d'habitude, c'est le positionnement extrêmement pertinent de VGE dans cette campagne, en cette année 74. Entre un pouvoir gaulliste qui commence à sentir la naphtaline et une gauche qui fait encore peur aux Français, le candidat de la droite centriste propose le compromis idéal entre ces 2 logiques politiques. Et puis, ce sens aigu de la com. Giscard joue au foot, Giscard joue de l'accordéon, Giscard conduit sa voiture lui-même, et au bout du compte, Giscard à la barre, d'un cheveu rabattu sur son crâne déjà dégarni. Il l'emporte sur le score de 50,81%, soit l'écart le plus faible de toutes les élections présidentielles de la 5e jusqu'à aujourd'hui encore. Dans son fief de Château-Chinon, François Mitterrand encaisse. Mais pas si mal que cela, dit-on. Non. Devant ses militants, il n'est pas abattu. D'abord pour des raisons personnelles et familiales qui ne regardent que lui, et surtout pour des raisons politiques qui regardent tout le monde. Il fait comprendre à ses troupes que cette défaite est pleine de promesses, bien vues. Car François Mitterrand sait qu'il sort grandi de cette élection. Il s'est imposé comme l'incarnation de la gauche unifiée. En attendant, d'autres combats électoraux plus modestes se profilent pour l'Union de la gauche. En mars 76, ce sont les élections cantonales. Un mois plus tôt, le Parti communiste s'est réuni lors de son 22e congrès. Et Georges Marchais est prêt pour faire la révolution. Une révolution sémantique. Sur le plateau de l'émission C'est-à-dire, il annonce qu'il envisage d'abandonner l'un des totems du PC, la dictature du prolétariat. D'abord, le mot dictature ne correspond pas à ce que nous voulons. Il a pris une signification insupportable. Il porte la contradiction à nos thèses. Nous n'allons donc pas conserver
une formule qui porte la contradiction à notre politique. Et même le mot prolétariat, qui scientifiquement garde sa valeur, mais le mot prolétariat, lui aussi, ne convient plus. N'est-ce pas? Nous avons maintenant la classe ouvrière, les travailleurs, nous voulons rassembler tous les travailleurs. Cette décision intervient au même moment que le rapprochement avec les partis communistes italiens et espagnols dans le cadre de ce qu'on a appelé l'eurocommunisme, une prise de distance avec la tutelle soviétique. C'est dans ce contexte de mutation que l'Union de la gauche se présente aux élections cantonales de 1976. Et le résultat est sans appel, c'est une victoire des partis de gauche, près de 52% des voix. Et c'est à coup de semonce pour le gouvernement de Jacques Chirac, Premier ministre de Giscard, après avoir trahi Chaban pour y parvenir et avant de trahir Giscard pour y revenir, sous Mitterrand, trapéziste. Ce qu'on retient aussi et surtout de ces cantonales, c'est le score impressionnant du PS. Avec plus de 26%, il devance de 4 points le PC. Une première depuis 1945. Le Parti socialiste a réussi sa mue. Dans cette société post-mai 68, il se place comme le premier représentant des aspirations sociales et sociétales de nombreux Français. Rendez-vous est donc pris pour les municipales 1 an plus tard. Le 20 mars 1977, c'est la confirmation. L'Union de la gauche surfe sur la vague des cantonales. Le journal Le Monde parle de raz-de-marée. Le total ne s'élève pourtant qu'à 50,8% pour la gauche. Mais le tournant est pris. François Mitterrand, qui connaît si bien les rapports de force sur l'échiquier politique, c'est l'un de ses grands talents, exprime sa satisfaction en direct de son fief de Château-Chinon où il vient lui-même d'être élu. Je constate que la gauche se porte bien. Je constate qu'elle a su dominer ses problèmes. Je constate que le pays lui fait confiance et pour l'instant cela me suffit. Malgré son tempérament réservé, François Mitterrand peut exulter. Les socialistes gèrent maintenant plus d'un tiers des villes de plus de 30 000 habitants. Chez les communistes, le bilan est très bon également, mais on voit d'un mauvais œil l'irrésistible ascension des alliés socialistes. En ce mois de mars 77, l'Union de la gauche confirme son efficacité lors des scrutins locaux. Il s'agit maintenant de préparer la prise de pouvoir au niveau national. Socialistes, communistes et radicaux ont 1 an pour se préparer au prochain grand rendez-vous, les législatives de 1978. Dès le 31 mars, les communistes proposent d'actualiser le programme commun. Ah oui, il a déjà 5 ans, la crise économique qui s'est installée change la donne. Les communistes veulent étoffer le volet social et augmenter le nombre de nationalisations. Les socialistes, qui sont désormais en position de force, ont pris le tournant social-démocrate, cette doctrine qui consiste à prendre en compte les contingences économiques, une prise avec le réel. Et puis, il y a aussi la question du nucléaire et celle des institutions européennes. Autant de points de discorde entre Coco et Socialo, comme on dit à l'époque. « 15 négociateurs sont nommés. À cela s'ajoutent les passes d'armes par médias interposés. Les communistes sont méfiants. Ils vérifient systématiquement que tous les engagements sont bien consignés dans le nouveau programme. Et l'été 77 est très mouvementé. Georges Marchais racontera 2 ans plus tard cette période de tension sur le plateau de Cartes sur table. Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Au-delà du moment culte de télé, comme seul sait les provoquer Georges Marchais, Liliane fait les valises, on n'est pas prêt d'oublier celle-là. L'anecdote montre en tout cas à quel point le divorce entre les formations de la gauche est consommé dès l'été 77. D'ailleurs, en septembre, c'est l'escalade. Le 9, Georges Marchais déclare qu'il n'exclut pas la possibilité d'une rupture. François Mitterrand rétorque « oui au programme commun, non au programme communiste ». Réunis le 14, socialistes, communistes et radicaux s'écharpent sur la question des nationalisations.
Et cette fois, c'est Robert Fabre, le patron des radicaux de gauche, qui sort de ses gonds. Il débarque en salle de presse et grille la politesse à Georges Marchais. Les radicaux de gauche ont participé à cette réunion au sommet avec la volonté d'aboutir à un accord renforçant l'union de la gauche grâce à un programme commun répondant aux aspirations des Français et aux réalités de notre temps. Ils regrettent de constater que le Parti communiste a maintenu ses nouvelles propositions, bouleversant les principes et les équilibres sur lesquels avait été fondé le programme de 1972. Dans ces conditions, la délégation du MRG estime, dans l'intérêt même de la gauche, que l'actuelle réunion au sommet ne peut se poursuivre. Robert Fabre revient finalement à la table des négociations, mais l'accord n'est pas trouvé. Le 23 septembre, à 1h14, la messe est dite. Le programme commun ne sera pas actualisé. Chaque formation ira donc aux législatives et jouera sa propre partition. Et ce qui devait arriver arrive. 6 mois plus tard, la gauche perd les législatives alors que tout le monde annonçait son triomphe. Mais une fois de plus, le Parti socialiste, avec 113 députés, supplante le Parti communiste et ses 86 élus. Et si l'essentiel était là pour François Mitterrand, dominer la gauche pour ravir le pouvoir à la droite. 3 ans plus tard, sa victoire à la présidentielle apporte la réponse. C'était bien cela. D'ailleurs, en 84, n'en pouvant plus d'avaler les couleuvres social-démocrates, les communistes quittent le gouvernement. Jamais plus ils ne retrouveront leur influence. On se disait, mais où est la gauche? Où va la gauche? Elle finit par s'unir pour ces législatives. Nous y reviendrons, bien sûr, mais je vous propose quand même un regard rétrospectif sur les unions de la gauche. Alors, il y a eu le cartel des gauches en 24, il y a eu surtout 36, le Front populaire, c'est une union de la gauche. Il y a eu 72, sur laquelle on va revenir, 97 avec la majorité plurielle, la gauche plurielle, et puis de 2022. Mais quel regard portez-vous sur ce programme commun de 1972 ? Alors, le programme commun de 1972, effectivement, est un événement historique à gauche capitale, pour des tas de raisons. D'abord parce que, alors c'était pas la première fois, mais il y a effectivement une alliance à gauche où le Parti communiste et le Parti socialiste en particulier, et les radicaux de gauche que vous citiez, s'entendent là sur un programme commun. On se souvient qu'en 36, lors du Front populaire, il y avait de la part des communistes une stratégie de soutien sans participation au gouvernement. Là, l'idée est bien, avec ce programme commun de 1972, que si la gauche remporte les élections, il y aura des ministres communistes. Il y a un moment où François Mitterrand, qui a recréé le Parti socialiste et en a pris les rênes au congrès d'Épinay un an plus tôt, en juin 1971, est en train d'affirmer son leadership sur l'ensemble de la gauche, avec la volonté de lui inculquer en quelque sorte une culture de gouvernement, c'est-à-dire de conquérir le pouvoir et ensuite de l'exercer durablement. Et c'est un programme qui également met noir sur blanc les dissensions, les désaccords, y compris sur les questions de politique étrangère ou de défense. Elles ne sont pas mises sous le tapis. Surtout là-dessus, avec l'existence de l'URSS. Avec le rapport, effectivement, au régime communiste de l'Europe de l'Est et à Moscou. Donc c'est un tournant capital qui va être suivi de quelques belles défaites. D'abord, celle de François Mitterrand en 1974 à la présidentielle, celle des législatives de 78, et puis effectivement, auparavant, une réactualisation délicate, parce qu'en fait, c'est le moment où, grâce à cet instrument-là, François Mitterrand veut affirmer d'une part son leadership à lui et d'autre part celui du Parti socialiste sur l'ensemble de la gauche. Et le Parti communiste va se rendre compte rapidement qu'en signant cet accord de programme commun d'union de la gauche, il a en quelque sorte rendu service aux socialistes et que ceux-ci sont en train de s'opposer, ce qui explique que 5 ans plus tard, en 1977, les communistes vont tout faire pour rompre cet accord. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une union pour gagner, mais finalement, les socialistes gagnent sans union, puisque en 1981, Georges Marchais se présente sous les couleurs du Parti communiste. Voilà. C'est intéressant, ce renversement. Voilà, François Mitterrand a été candidat unique de la gauche à 2 reprises. En 65 et en 74, il a perdu. Et c'est quand la gauche s'est présentée de façon plurielle, on va dire, concurrente en 80, qu'il l'a emporté, en renvoyant, en fait, à partir de 77, la rupture du programme commun d'union de la gauche jusqu'à l'élection présidentielle de 80, en renvoyant le mistigris, la responsabilité de la division sur les communistes. C'est Georges Marchais, c'est les communistes qui ont
rompu l'union, et au contraire, François Mitterrand se montre en tout cas dans le discours quasiment unitaire pour deux, parce que il savait qu'il avait besoin d'être le plus en avance possible sur le Parti communiste et que le Parti communiste soit le plus bas possible. Et en 80, Georges Marchais finalement ne recueille que 16% des voix. Ça paraît énorme aujourd'hui au regard de ce qu'est devenu le Parti communiste, mais à l'époque c'était un très net reflux par rapport à ses scores antérieurs, et notamment aux 21% de Jacques Duclos à la présidentielle de 69. Et donc il fallait, pour Mitterrand, réduire, plumer la volaille communiste selon l'expression de l'époque, pour permettre à la gauche d'arriver au pouvoir, ce qui fut le cas en 1981. Alors quelle stratégie quand même, parce qu'on se souvient, et on l'a rediffusé au début de l'émission, du discours d'Épinay, où François Mitterrand qui dit « Celui qui n'adhère pas à la rupture avec le capitalisme ne peut pas être militant du Parti socialiste ». Un discours marxisant pour un homme qui a jamais été marxiste. Là, il y a quand même... Et qui au pouvoir ne le sera jamais, et n'a pas rompu avec le capitalisme, effectivement. On s'en souviendrait. Quand on faisait le reproche, certains faisaient le reproche à François Mitterrand de ne jamais avoir été un authentique socialiste, qui est un reproche récurrent d'ailleurs à gauche. Qui a appris à parler du socialisme, voilà, Guy Mollet, c'est ça. Vous avez appris à parler du socialisme. Il répondait, François Mitterrand, on reconnaissait que je le parlais bien. Voilà. Et en l'occurrence, effectivement, à Épinay, il le parle bien, il le parle très bien, parce qu'il conduit cette stratégie qui doit mener la gauche au pouvoir. Ensuite, évidemment, dans les actes, et une fois au pouvoir, on l'a vu, il s'est converti à une forme de réalisme, et il n'a surtout pas rompu avec le capitalisme. On va écouter François Mitterrand sur ce point. C'était en 1980. Je pense que l'Union soviétique n'a pas voulu, en 1977, que soit déstabilisée l'Europe occidentale, avec des États-Unis d'Amérique, Kissinger s'était exprimé souvent à cet égard, proférant des menaces, si les communistes parvenaient au gouvernement, soit en Italie, soit en France. Et d'une certaine manière, l'Union soviétique a préféré que ce problème ne se pose pas, pour ne pas gêner les États-Unis d'Amérique en Occident, ne voulant pas que les États-Unis d'Amérique gênent l'Union soviétique dans ses possessions d'Europe centrale et orientale. Voilà la réalité telle que je la pense. Ça a changé ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est en train de changer de ce point de vue-là ? En tout cas, je pense qu'il y aura assez de communistes et de dirigeants communistes pour estimer qu'ils n'ont pas durablement à déterminer les intérêts des travailleurs français, parce qu'après tout, les travailleurs français, je me demande ce qu'ils ont à avoir pour servir leur intérêt avec l'invasion des troupes soviétiques à Kaboul. Et les travailleurs français, ils savent très bien de quoi on parle. Ils n'ont pas envie non plus qu'on les amuse ou qu'on les détourne. Donc la direction du communisme, vous savez, elle est très sensible à tout cela, et nous pensons, nous, qu'elle sera contrainte de réexaminer cette situation. Renaud Dely, position pas facile à tenir, mais enfin François Mitterrand avait le talent politique pour le faire. Oui, effectivement, l'épouvantail Marchais, en quelque sorte, Georges Marchais qui dirigeait le Parti communiste à l'époque, et en fait derrière l'épouvantail Moscou qu'on entend dans cet extrait, et l'épouvantail Brejnev qui était au pouvoir à Moscou, est un vrai problème pour François Mitterrand, parce que les communistes, comme l'avait dit Guy Mollet, lui, dans une formule restée célèbre, ils ne sont ni à droite ni à gauche, ils sont à l'est. En tout cas, ils apparaissaient pour une grande partie à l'époque des Français comme étant à la solde de Moscou. Il y a les propos de Georges Marchais justifiant l'invasion de l'Afghanistan, considérant aussi que le bilan des partis communistes est globalement positif, c'était son expression. Et tout ça jette un doute évidemment sur leur indépendance et l'éventualité de la participation des communistes à un gouvernement d'union de la gauche sème l'effroi dans une bonne partie de l'opinion. Et d'ailleurs, ce sera le cas en 1981. Il n'y a que 4 ministres communistes au sein du gouvernement, mais pour autant, ça va inquiéter en tout cas toute la frange de la droite. Et donc, François Mitterrand s'efforce d'une part de rassurer cet électorat centriste, on va dire, cet électorat du Marais qui est indispensable à la gauche si elle veut accéder au pouvoir, et il s'efforce encore une fois de réduire toujours l'influence du Parti communiste, et ça, ce fut le cas dès 1972, on en parlait, puisque d'ailleurs, juste après la conclusion du programme commun d'union de la gauche, il va devant le congrès de l'Internationale socialiste réuni à Vienne en Autriche, et il explique à ses camarades socialistes, un sociodémocrate, que l'objectif de ce programme, c'est de réduire les communistes, et cette stratégie, il va la conduire jusqu'en 1980. Donc ça passe par cet extrait qui date de 1980 et par la volonté de démontrer que si la gauche arrive au pouvoir demain, le chef, ce sera bien lui. La politique étrangère, en l'occurrence, le rapport à Moscou et donc l'indépendance nationale, mais aussi d'ailleurs la question du nucléaire, de l'indépendance nucléaire, ce serait le président François Mitterrand qui en déciderait, et lui seul, qui ne sera pas sous l'influence ni du Parti communiste français, ni de Moscou, et donc c'est pour essayer de rassurer les électeurs sur l'indépendance nationale si jamais la gauche est au pouvoir. Et parallèlement, il a la même démarche, François Mitterrand, vis-à-vis des États-Unis, quand George Bush, qui est vice-président de Reagan, vient le voir, inquiet vraiment,
Et il lui dit non. Il lui dit en gros la même chose. Les communistes, vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. De toute façon, on va les étouffer. Il va effectivement s'empresser, dès que la gauche arrive au pouvoir, de rassurer Washington, rassurer George Bush. Il va y avoir ensuite, à partir de 1982-83, cette affaire Farwell où il y a un certain nombre d'espions soviétiques, en tout cas accusés comme tels, de diplomates soviétiques accusés d'espionnage qui vont être expulsés de France. Et en fait, avec le recul, quand on regarde, on pouvait s'en douter au regard de ses engagements précédents. Hein. D'ailleurs, François Mitterrand, avant même son accession au pouvoir, ça a été un président très atlantiste, en fait, beaucoup plus proche d'ailleurs de Washington que ne le fut Valéry Giscard d'Estaing auparavant, entre 74 et 80. On se souvient de la formule terrible. Le petit télégraphiste. Voilà, la formule terrible de François Mitterrand à l'endroit de Giscard, le petit télégraphiste, parce qu'il l'accusait justement d'aller, en quelque sorte, de transmettre les ordres ou les consignes entre Moscou et Varsovie, d'ailleurs, à l'époque. Et donc, c'est vrai qu'avec le recul, et François Mitterrand il y avait aussi ensuite, une fois qu'il est au pouvoir en 1983, la crise des missiles, où il prend parti très clairement pour l'implantation des Pershing, c'est-à-dire des missiles américains en Allemagne de l'Ouest, en expliquant les pacifistes sont à l'Ouest et les SS-20 sont à l'Est. Et ça, d'ailleurs, jusqu'à, lors de son second mandat, l'engagement de la France dans la première guerre du Golfe, là aussi aux côtés des États-Unis. Alors, entre le Parti communiste et François Mitterrand et Jean-Luc Mélenchon et la Russie aujourd'hui, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir, ce serait trop audacieux, mais tout de même, il peut y avoir dans la tête des électeurs, quelques craintes concernant Jean-Luc Mélenchon et ce que serait sa politique étrangère, notamment vis-à-vis de Moscou. On en reparle dans 2 minutes. Renaud Dely, parlons maintenant de cette union de la gauche actuelle. Alors on va pas reposer les questions qu'on aura l'occasion de reposer encore avant les législatives. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce qu'elles peuvent gagner ou pas? Moi je voudrais que dans la perspective historique, qui est affaire sensible, la recherche de résonance, on s'intéresse plutôt au tournant historique. Parce que jusqu'à maintenant, ces unions de la gauche se faisaient autour du pôle social-démocrate, même si on l'appelait pas comme ça dans les années 30, le pôle social-démocrate. Là, il y a une inversion historique très importante, c'est que cette gauche est dominée par un parti qui n'a pas vocation à être un parti de gouvernement, malgré ce que Jean-Luc Mélenchon dit. Comment expliquer ce tournant historique? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que cette union de la NUP, c'est un retour précisément avant le programme commun d'union de la gauche de 1972 qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un retour au début des années 70, au moment où cet ensemble de la gauche française était dominé par le Parti communiste français. C'était donc le parti le plus radical de l'époque qui dominait électoralement, politiquement et même idéologiquement la gauche. C'est ce qui se produit aujourd'hui, avec ce renversement. C'est en ce sens que cet accord est historique, puisque l'ensemble de la gauche s'est rallié au mot d'ordre Jean-Luc Mélenchon à Matignon. C'est dans l'accord qui a été signé. Au programme des Insoumis, c'est le programme des Insoumis, aux candidats insoumis, puisque dans les 3/4 des circonscriptions, ce seront des candidats insoumis qui incarneront cette union de la gauche, et donc finalement à la radicalité de cet ensemble insoumis. Le problème quand on regarde l'histoire de la gauche en France, et pas seulement en France d'ailleurs, en Europe, à une exception près en Europe, on peut y revenir, c'est que lorsque la gauche a toujours été dominée par les plus radicaux, ça l'a confinée dans l'opposition, durablement. Ce qui est assez compréhensible d'un point de vue purement arithmétique et électoral, c'est que pour franchir la barre des 50% des voix, il faut toujours essayer d'aller chercher au centre les électeurs hésitants, le Marais, les centristes, et que ceux-ci ont plus de mal à se reporter sur une alliance conduite par les plus radicaux, les plus extrémistes, entre guillemets, que par les plus modérés. C'est pas parce que ça ne s'est jamais produit que ça ne peut pas se produire. Jusqu'à présent, ça s'est jamais produit dans l'histoire de France. C'est produit une seule fois dans l'histoire européenne. C'était la victoire de Syriza en Grèce en 2015. C'est ça l'exception dont vous parlez. Voilà, l'exception. Et on s'en souvient, à l'époque, le Premier ministre de la gauche radicale, Alexis Tsipras, pour se maintenir au pouvoir et pour gouverner le pays, il a d'ailleurs été contraint d'abjurer sa promesse de sortir de l'Union européenne et de l'euro pour garder les rênes du pouvoir, tout simplement parce qu'à l'époque, il se heurtait au réel et en fait, la Grèce n'avait aucun intérêt à quitter l'Union européenne. Le problème, justement, des programmes les plus radicaux dans les termes, c'est que souvent, ils se heurtent à un réel qui est beaucoup plus complexe. Et ils déçoivent leurs électeurs, et on est reparti dans une mécanique de défaite. Voilà, dès lors, effectivement, il y a une forme de déception qui a existé d'ailleurs aussi lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, parce qu'après 80, il y avait eu 83, bien sûr. Même 36. Bien sûr, même 36, il y a eu la pause décrétée en 1937, c'était son terme par Léon Blum, et on voit que souvent, encore une fois, ces programmes dont le lyrisme, et c'est le cas encore aujourd'hui, peuvent
ressusciter la ferveur militante. C'est vrai, bien sûr, ça suscite l'enthousiasme des militants qui prétendent retrouver justement la pureté de la vraie gauche. Eh bien, une fois au pouvoir, si jamais cette gauche réussit à arriver au pouvoir, ça génère de la déception, des reculs en arrière, etc., des compromis, tout simplement parce que la gestion est affaire de compromis. Et donc, il y a un risque qui me semble assez manifeste aujourd'hui et que j'essaye d'ailleurs de raconter dans mon livre Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, c'est que cette gauche, elle a tendance, pour se réconforter, à se replier sur des certitudes identitaires qui, encore une fois, confortent justement sa ferveur, mais qui la déportent, qui la décalent par rapport au centre de gravité de l'ensemble de la société et qui risquent de la confiner durablement dans l'opposition. Merci Renaud Dely. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, ce qui fait écho à ce que vous venez de dire. Merci infiniment, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la rupture du programme commun de la gauche, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Caglar. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Gaspard Vallure, Romain Weber et Adrien Morat. Attaché de production Rebecca de Nantes. Programmation musicale Valentine Chaudebois. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Camille Matti, Flora Bernard, Frédéric Milano et Stéphane Combe.